Merci à tous d'être ponctuels et d'être avec nous pour ce premier club digital et assurance de l'Axel. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce club, je vous propose, et merci à Laurent d'être avec nous, je propose que Laurent Nisery, président de l'Axel, nous rappelle ce qu'est l'Axel, un petit mot sur l'association qui nous réunit ce soir et pourquoi on a voulu monter ce club. Merci à tous de participer à cette première édition du club Assurance et Digital. Je crois que c'est le nom temporaire pour le faire découvrir. Donc l'Axel, c'est une vieille dame, j'ai coutume de dire, puisque ça a été créé au moment du Minitel, donc ça a plus de 40 ans. L'Association du commerce et des services en ligne, c'était notre ancien acronyme, qu'on n'utilise plus depuis bien longtemps. Et nous sommes renommés en Association de l'économie numérique il y a une dizaine d'années. Nous avons évolué avec le temps, avec les évolutions de la société numérique, digitale, appelez-la comme vous le souhaitez. Mais la baseline est toujours d'accompagner la transformation numérique de la France, enfin, en particulier de la partie business. Nous, on s'adresse en B2B. C'est des groupes qui sont nos membres. Donc, il y a des grands groupes, des ETI et des startups. Alors, avant, on appelait ça PME, maintenant, on dit startup. Mais en tout cas, des entreprises de toute taille qui constituent le cœur de cette association. Et notre but, c'est de travailler avec ces entreprises pour comprendre les transformations d'aujourd'hui en essayant de s'affranchir de la surpression des réseaux sociaux et autres qui peuvent des fois nous laisser faire croire qu'on est en retard de à peu près 300 ans parce qu'on n'a pas tout digitalisé encore, alors que si on regarde Twitter, on a l'impression que ça y est, le cas d'école qu'on aurait tout à l'heure de Lemonade, c'est déjà le cas de l'intégralité de l'assurance mondiale et que si vous ne l'avez pas encore fait chez vous, c'est que vraiment vous êtes très en retard, ce qui n'est pas vrai évidemment. Et à l'inverse, de ne pas être non plus complètement en retard et largué en restant dans un autre soi qui laisserait penser que toutes ces innovations ne sont que pour un microcosme et qu'on peut ne rien changer, que tout ira bien. Donc on essaie de trouver le juste milieu, donc d'anticiper, de faire de la prospective, mais pas non plus à 50 ans, c'est plutôt à 3-5 ans, d'être très dans le concret, de comprendre ce qu'on peut faire maintenant, demain, après-demain. Par exemple, utiliser les termes AI qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les algorithmes, comment on a automatisé une partie des métiers, comment ça rentre dans nos nouveaux parcours. Voilà, c'est ce qu'on fait dans les différents clubs sur les sujets. Alors, quels sont les sujets qu'on adresse à l'Axel? J'ai coutume de me dire, l'Axel, c'est contrairement à beaucoup, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais contrairement à beaucoup d'associations, l'Axel, c'est une vraie association. C'est-à-dire que vous y trouvez ce que vous y amenez. C'est une auberge espagnole. Donc, en Mm. fait, petit à petit, c'est ses membres qui font l'Axel. Donc, quand il y a des membres dynamiques, moteurs, vous voyez, le club assurance, ça fait plusieurs années que j'évoquais en tant que tout d'abord vice-président et après président de l'Axel, le manque d'avoir ce club parce que je voyais beaucoup de membres assurance, etc. Et dans le club que je mène moi, qui est le club paiement et fintech, régulièrement, on faisait des sessions sur l'assurance. On voyait qu'il y avait une appétence. Enfin, les journées, donc 24 heures, nous sommes tous des modestes contributeurs bénévoles. Et à un moment, je disais, quelqu'un veut-il lever la main? Et un jour, pas de chance, Nathalie a levé la main. Donc, ça lui a fait plein de travail. Elle a l'air contente. Euh, donc, pour mener ce club et essayer d'en faire quelque chose, de faire vivre toute cette base de membres passionnés par ces sujets. L'assurance est un secteur fascinant, massif, avec énormément de transformations, qui s'est déjà beaucoup transformé en 10 ans. Moi-même, en tant que consultant, j'ai pu en accompagner un certain nombre, mais qui s'est beaucoup transformé, mais qui a encore beaucoup devant soi, qui est plus discret que des secteurs comme la banque de détail, qui ont été évidemment agressés aussi plus frontalement par certaines fintechs. Donc, il y a eu des bagarres plus présentes ou des évolutions plus directes. Et en même temps, il se passe énormément de choses dans l'assurance. Et donc, voilà, on a pas mal échangé sur le sujet avec Nathalie quand elle a rejoint le board de l'Axel. Et on s'est dit, c'est le moment de le lancer. Et merci d'avoir relevé le défi. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très important et je vais te laisser peut-être plus avant présenter toi-même ce que tu veux faire de ce club. Très bien. Écoute, Laurent, merci. Alors, je prends ma casquette membre du board de l'Axel, en effet, pour présenter ce qu'on veut faire avec le club. Donc, pour moi, c'était bien entendu reprendre tous les bénéfices d'un club, c'est-à-dire pouvoir avoir une capacité d'échanger avec nos pairs, puisque dans le monde de l'assurance, il y a beaucoup d'acteurs et on se rend compte que finalement les challenges sont assez similaires chez tous ces acteurs. Donc, avoir un lieu d'échange qui soit libre, ouvert, où on puisse du coup échanger avec des thématiques pour pouvoir orienter le débat et l'échange. Donc aujourd'hui, pour ce premier club, c'est l'Open Innovation. Il y aura d'autres thématiques pour les prochains clubs et je vais y revenir sur comment on choisira ces thématiques. Mais au-delà de ça,
Je pense que c'est hyper important de aussi, piocher dans la richesse de l'Axel. Pour moi, l'Axel, ce qui est riche avec l'Axel, c'est que c'est, multi-industrie. Vous regardez, les commissions, il y a une super commission sur le retail avec, toutes les parties, e-commerce. Il y a la commission dont parlait, Laurent sur, paiement et fintech. Il y en a une autre plus transversale sur, Reinvent Work, sur tout ce qui est, New ways of working, comment on doit organiser nos façons de travailler, demain en tant qu'assureur. Et donc du coup, voilà, quelque part, l'engagement qu'on fait en traitant ces sujets à travers ce club digital et assurance, c'est d'amener aussi toute la richesse des autres commissions de l'Axel et des autres membres de l'Axel qui sont dans d'autres industries et qui peuvent être moteurs sur des sujets, puisque moi, je suis convaincue qu'en fait, les frontières entre industries sont en train de se flouter et c'est hyper important de faire ces ponts et l'Axel peut le faire. Donc, moi, je trouvais que c'était intéressant de faire ce club en ayant à l'esprit cette dynamique cross industrie. Sur les thèmes, pour revenir un petit peu sur les thèmes, donc là c'est la première session, donc on a choisi le thème Open Innovation et l'idée c'est qu'on constitue dans les prochaines semaines un comité éditorial ouvert à nos membres, donc ceux qui veulent être bénévoles, comme disait Laurent, volontaires, qui ont envie de s'investir sur ce sujet-là, eh bien, manifestez-vous auprès de l'Axel, auprès de moi. Et l'idée, c'est qu'on ait un comité éditorial avec quelques personnes qui soient très diversifiées. Donc, qui est des assureurs, mais qui est aussi des offreurs, qui est des assureurs traditionnels, mais qui est aussi des insurtech. Enfin voilà, qu'on ait du coup une diversité qui permette de choisir les bons thèmes pour notre communauté. Et puis, on fera à peu près 3-4 clubs par an. Rendez-vous en 2021 donc pour d'autres sessions. Et pour rappel, donc ces clubs sont ouverts aux membres de l'Axel. Hein. C'est vraiment l'intérêt d'être membre, c'est que vous avez accès à toutes ces commissions, tous ces clubs. Euh, Comme là, on démarrait, on a été un peu large en termes d'ouverture, puisqu'il y a des non-membres qui ont bénéficié d'un ticket découvert. Donc, ravi d'avoir pu offrir ce ticket découverte. Après, l'idée, c'est bien sûr qu'on soit sur les membres de l'association. C'est une association qui a besoin de ses membres pour vivre. Comme le disait Laurent, sans ses membres, elle n'est rien. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Et merci à tous nos membres qui sont connectés aujourd'hui. Un point important, c'est, j'ai pas cité le mot tout à l'heure, mais mot partage, depuis le début, en fait, dans tout ce qu'on fait dans tous nos clubs, ça ne fonctionne que parce que très vite, ceux qui viennent juste pour vendre un petit truc, ils ont compris que ça marchait pas et que c'est plutôt pour vraiment échanger, un travail sur la durée. Être membre, c'est vraiment un investissement sur la durée. On partage, on échange. En anglais, on dit souvent give, give, take. Donc, on donne, on va donner des infos et on est toujours plutôt bien récompensé parce qu'on va en apprendre d'autres, on va échanger, on va avoir des bonnes pratiques et ça se fait toujours. Alors là, on est obligés tous, c'est bien, on porte bien notre nom, Association d'économie numérique et on fait ça en Zoom. Mais c'est vrai que le plus souvent, on essaye et on essaiera de reprendre des réunions aussi physiques quand on le pourra. Mais ça permet vraiment de brasser les échanges. Tu le disais, Nathalie, d'être ouvert avec des autres secteurs d'activité, Mm. d'apprendre les uns des autres. Et voilà, c'est ça l'esprit qu'on essaie d'avoir en bienveillance. On n'est pas là pour aller taper sur les gens, c'est plutôt pour apprendre en bienveillance les uns des autres, en échangeant de manière ouverte, non naïve évidemment, il y a beaucoup de concurrents qui vont s'exprimer, mais de manière assez ouverte. Voilà. Mais justement, la concurrence, c'est ce qui stimule le marché. Alors moi, là, je prends ma casquette BNP Paribas Cardif, assureur de la place. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir, et vous le verrez, on a une table ronde qui s'annonce riche avec aussi Alliance, avec Société Générale Assurance, animée par Jérôme Balm de la FFA, la Fédération française des assurances, qui a mis en place le hub justement sur ces sujets opiniation. Donc on va avoir une table ronde très riche. Avant ça, on va avoir une intervention de Mathieu Soulet, je vais y revenir. Et puis après la table ronde, on finira en fanfare avec Lemonade. Donc voilà pour l'introduction, pour vous donner un peu de contexte sur l'agenda. Et un grand merci à Laurent, du coup, de nous avoir donné l'opportunité de créer ce club. Et merci d'avoir pu être avec nous pour l'introduction. Moi qui te remercie de la charge que tu as prise. Premier intervenant qui est basé à San Francisco, Mathieu Soulet. Mais vous allez voir, alors il est hyper expert sur tous les sujets fintech, insurtech, forcément très très expert sur les États-Unis, mais Mathieu a cette qualité-là d'être des yeux et des oreilles partout dans le monde, donc il va nous dresser un panorama qui va même au-delà des États-Unis. Et du coup, je voulais pour démarrer ce club sur l'open innovation, lui donner la parole puisque ça va être vraiment l'opportunité d'avoir une vision
360°, c'est aussi l'intérêt de faire ce club en virtuel, c'est qu'on peut avoir des speakers étrangers. Vous le verrez avec Lemonade. Ori, il est aussi en Israël, il est pas à Paris, il n'est pas en France. Donc, on a aussi cette richesse d'intervenants. Et Mathieu Soulet est le directeur du BNP Paribas C-Lab Americas. Donc, c'est le lab innovation de BNP Paribas aux États-Unis. Et c'est aussi le correspondant du Cardiff Lab aux États-Unis. Donc, on se connaît bien. Et je propose, Mathieu, donc, tu nous fasses d'ores et déjà ton panorama de ce que tu vois sur l'open innovation dans le monde. Côté Silicon Valley, on aime bien en général comparer les choses côté montant d'investissement dans les startups. Ça donne une certaine notion de quelle dynamique il y a et quelle taille en fait de boîte on parle. Alors comme vous voyez, hein, dans le monde de l'insurtech, ça c'est au niveau mondial. On est arrivé l'an dernier à un pic, enfin en tout cas une des meilleures années qui était à 6,8 milliards de dollars d'investissement en VC. Et vous voyez en bas, en fait, c'est le nombre d'investissements qui ont dépassé 50 millions de dollars. Donc à partir de tours de table de 50 millions de dollars, ça commence à être des startups un peu plus importantes. Comme vous le voyez, hein, ça a été très lent, on va dire mondialement. Ça a vraiment commencé à décoller à partir de 2014-2015. Et on voit finalement une accélération de ces startups. Donc, il faut bien comprendre, hein, que les petites startups, entre guillemets, créées dans les années 2013-2014, celles qui survivent, continuent à lever de l'argent, entre guillemets, côté 2007-2018. Et on arrive à des montants qui sont quand même assez importants, quelques centaines de transactions par an. Et on le verra, des modèles un peu différents, hein, entre les US, l'Europe et surtout l'Asie qui a d'autres dynamiques de marché, on va dire. Et pour l'instant, ce qu'on voit sur la droite, en tout cas sur la partie startup et investissement, c'est clairement les États-Unis, hein, qui réservent. Alors, ça dépend des années, des fois c'est 50-70%, mais dans le monde du capital risque, c'est autour de 55% en général pour les États-Unis. On voit que cette année spécifiquement, l'Inde ou la Grande-Bretagne sont partis devant. Des fois, la Chine remonte devant suivant certains investissements. Et voilà, si on fait un zoom arrière, en 10 ans, il y a eu 26 milliards de dollars d'investis dans le monde des startups InsurTech, 1400 rands. Donc, c'est juste le démarrage par rapport à une industrie, en effet, qui est comme les banques, hein, qui est une industrie relativement importante et diverse. Alors, si je zoome un tout petit peu, côté quels sont un peu les grands secteurs ou les grandes parties en fait, de l'industrie, on voit de l'investissement. Bon, notamment, c'est le secteur de la santé, hein, l'assurance santé évidemment, et en particulier aux États-Unis. Ça dépend des pays, hein, quand c'est privatisé en partie hybride dessus. On a des acteurs bien connus en général en France comme Oscar, d'autres comme Bright Health qui ont levé pas mal d'argent. Et puis un peu les usual suspects, je dirais, côté maison et automobile, hein. C'est là où en général ça avait commencé dans le monde de l'assurance. Et puis on va arriver enfin un peu derrière, mais tout ce qui est secteur de commercial lines, côté small business parfois, aussi des outils, hein, qui servent les assureurs en place, donc plutôt des technology enablers dessus qui permettent à des assureurs en place ou des nouvelles assurances de pouvoir mieux vendre finalement, notamment en ligne. Et puis d'autres plateformes, hein, qui arrivent de comparaison d'offres, etc. Donc ça, c'est pour montrer un peu la dynamique. Vous voyez, beaucoup de ces secteurs-là, enfin, en tout cas mondialement, les plus grosses startups sont côté américaine, et on fera un petit zoom sur la partie Asie juste après. Si on voit côté européen, alors moi j'ai eu l'occasion de traiter, comme Nathalie le disait auparavant, hein, ça fait 10 ans que je travaille pour le groupe BNP Paribas, et j'ai eu l'occasion de passer à San Francisco et Paris pas mal de temps sur les sujets fintech. On observe un petit peu le même, entre guillemets, décalage de 2-3 ans, c'est-à-dire que historiquement, le marché américain est très gros et l'Asie a ses particularités. Et l'Europe tarde un peu plus en termes de start-up et notamment de grandes levées de fonds. Mais on commence à avoir des transactions de tours de table comme WeFox ou Bot by Many qui atteignent presque 100 millions de dollars. Donc, ça commence à être des tailles de start-up qui se voient, hein, sur le marché. Alan, qui est bien connu en France. Voilà, donc la dynamique est lancée. On commence à avoir différents acteurs sur le marché et sur différents pays. Alors, si on parle rapidement du modèle asiatique, alors j'ai vu que Franck Devine était connecté, donc je fais un petit coucou dessus. En Asie, hein, comme vous le savez, on a eu des assureurs, notamment Ping An et un néo-assureur, on va dire ça comme ça, Zhong'an, qui était une fusion entre Alibaba, Tencent et Pingad à l'origine, qui sont des modèles relativement nouveaux, en tout cas vu du monde occidental, hein, qui étaient des modèles B2B2C. Donc, c'est des acteurs d'assurance qui se pluguaient avant tout sur des plateformes de e-commerce. Ils commençaient dans la partie qui est plutôt à gauche, lifestyle. Et en fait, maintenant, c'est des acteurs, voilà, Zhonghan notamment, hein,
ça introduit en bourse, c'est plus de 300 partenaires dans différents secteurs. Et si on prend en fait leur dynamique, ce qui est vraiment intéressant, et ça rejoint le propos de Laurent et Nathalie auparavant, c'est ce côté cross-sectoriel dessus. 5 verticales, 5 écosystèmes, même ils appellent ça, santé, tout ce qui est monde de crédit, consommation, l'automobile, le lifestyle et le travel, enfin le voyage. Et en fait, en sous-main, des technologies transverses. Vous voyez, InsurTech, même FinTech aussi, cloud computing, big data AI. Donc ça, voilà, on voit que ces acteurs ont des volontés d'expansion relativement importantes, déjà en Chine, mais même maintenant en dehors des frontières chinoises dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Et comme on le voit, en fait, sur la partie droite, c'est une répartition maintenant pour ce qui est de Zhongguan. Donc, c'est 400 millions de clients, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires de premium, une répartition assez intéressante puisqu'historiquement la santé, ils l'avaient lancé qu'il y a 4 ou 5 ans. C'est maintenant leur plus grosse verticale, donc une capacité aussi à se renouveler et à se développer dans de nouveaux verticales qu'on ne connaissait pas forcément pour des assureurs classiques, en tout cas pas aussi vite. Donc voilà, ça crée des dynamiques de marché relativement intéressantes qui sont assez uniques objectivement par rapport au marché asiatique pour l'instant, mais qui sont entre guillemets des très bons benchmarks et best practices pour le reste du monde aussi. Alors, si on fait un petit zoom sur la partie américaine, alors je suis régulièrement, et puis que ce soit pour BNP Paribas Cardiff ou certaines interviews qu'on fait pour BFM Business sur le sujet. C'est une année assez, entre guillemets, on ouvre le champagne aux États-Unis cette année sur le sujet InsurTech. Beaucoup d'entrées en bourse, des SPAC aussi, donc ces mécanismes de bourse inversés. Lemonade, bon, Henri reviendra tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément en parler trop longtemps, mais voilà, c'est presque 1 million de clients maintenant, c'est 200 millions de premiums collectés sur le Q3, le dernier trimestre dessus. Des revenus encore assez faibles, quelques dizaines de millions et encore des pertes. Et puis on le voit, le benchmark, alors j'ai pas triché, mais j'ai pris le plus gros acteur du marché aux États-Unis, State Farm. On est 19 milliards de premiums sur la partie assurance habitation pour les propriétaires, d'assurance propriétaire. Donc, il y a encore de la marge. On voit c'est un rapport de 1 à 100. Maintenant, c'est une dynamique lancée. Ça commence à se voir dans les chiffres. Et comme vous voyez, en tout cas en bourse, ça performe plutôt bien pour l'instant et par rapport à l'entrée. L'auto aussi, l'auto, donc Root Insurance, qui est peut-être moins connu, en tout cas en Europe. Root, en 2 mots, c'est un acteur qui fait de l'assurance du Pay How You Drive. Donc, c'est l'assurance automobile en fonction du comportement de conduite, basée uniquement sur une application mobile. Là aussi, les premiums en auto sont relativement plus conséquents, donc des centaines de milliers de clients, des premiums collectés et des revenus qui suivent avec encore des pertes parce qu'il y a une très forte croissance. Mais là aussi, une entrée en bourse. Ils ont levé un peu plus d'1 milliard de dollars. Ils ont une valorisation aussi en plusieurs milliards. Donc voilà, ça commence à être des acteurs visibles sur le marché américain qui font beaucoup parler d'eux. Et c'est un peu le nerf de la guerre qu'on a connu en néobanque. C'est que dans le recrutement client, Lemonade ou Enroute aujourd'hui commence à se voir dans la partie prise de part de marché finalement dessus. Alors, ça reste encore dans les traits du crayon, mais dans les États où ils sont, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, c'est par État dessus, donc parfois ils ne commercialisent pas encore dans tous les États. Ça commence à se voir et ça fait une bataille féroce pour les acteurs traditionnels, notamment en ligne. Alors, pour finir peut-être, dessus. Donc, qu'est-ce que et pourquoi on parle de ces acteurs d'InsurTech? J'ai pris, ça tombait bien en préparant cette keynote. Metromile a fait donc son entrée en bourse d'une façon particulière en SPAC la semaine dernière. Donc, Metromile, un peu comme Root, historiquement, c'est un acteur de l'assurance auto qui mettait un petit dongle en fait qu'on connecte sur son port OBD2 dans la voiture pour faire du Pay How You Drive. Donc, c'est du paiement en fonction du kilométrage fait. Et leur document pour l'entrée en bourse, en tout cas la proposition investisseur était simple, c'est Digital Insurance for Digital World. Donc, on veut être un assureur digital dans un monde digital. Et c'est un peu ça, finalement, ce que les startups annoncent. Ils l'ont assez bien résumé, en tout cas, dans la façon dont ils voient le marché. Je ne dis pas que forcément les assureurs sont tous comme ça. C'est dire des assureurs traditionnels, c'est des modèles statiques, peu d'engagement, notamment en interaction client, peu de marge, etc. Et eux, notamment dans la dynamique auto, on est d'abord digital first, notamment mobile. On est construit autour d'une dynamique de data et de métriques en fait de télématiques qui permettent d'avoir de meilleurs pricing et aussi de meilleurs suivis du véhicule et aussi de l'engagement vis-à-vis des clients, parce qu'on peut aussi trouver où la voiture est garée, etc. Donc, je suis un des clients. Mais ça montre, entre guillemets, cette dynamique où les 3 thèmes qui sont récurrents, pas forcément que dans l'assurance, digital first, data-driven et expérience client, permettre de montrer. Donc, c'est un peu ça, finalement, le coup de pied, je dirais, dans la fourmilière. En tout cas, ça donne une certaine dynamique pour les acteurs de la place.
Et donc, si je dois résumer les différentes choses, donc indépendamment de ces acteurs-là, il faut bien voir aussi que les corporates bougent. Ce qui est assez particulier dans le monde de l'assurance, c'est que plus d'une transaction sur deux voit aussi des assureurs rentrer au capital des startups, notamment AXA et Excel qu'ils ont racheté aux États-Unis, Munich Re, American Family, Mass Mutual. Donc, les acteurs de la place beaucoup ont créé des corporate ventures et sont investisseurs et actifs dans ces transactions-là. Quelques transactions aussi côté exit, côté startup, côté soit entrée en bourse, soit fusion-acquisition. Et puis, on le voit encore, quelques dizaines de startups sont encore, 42 exactement, ont levé plus de 100 millions de dollars et ne sont pas entrés en bourse, en tout cas, n'ont pas fait d'exit. Donc, ça commence à se voir, 42 au niveau mondial. Et ça montre finalement que c'est un secteur qui a commencé. On est encore tôt. Mais ça peut progresser de façon importante. En tout cas, maintenant, on peut voir des chiffres et des belles opportunités. Je retiens plusieurs choses de ce panorama. On voit l'innovation est bel et bien là dans l'assurance, qu'elle vienne, alors on le verra avec les gros acteurs ou qu'elle vienne des insurtech. Aujourd'hui, on est sur le thème de l'open innovation, donc c'est intéressant de rappeler avec qui les assureurs peuvent innover. Bien sûr, les startups ont une grande place dans ce dispositif. Il y a aussi, on peut faire de l'optimisation avec d'autres types de partenaires, ce n'est pas forcément que des startups. Intéressant de voir les nouveaux acteurs aux États-Unis comme Root qui changent un peu la dynamique assurance en disant c'est pas parce que vous êtes jeune que vous devez payer cher votre assurance auto parce que vous pouvez bien conduire et du coup on va vous mettre les bons capteurs pour être sûr que vous avez un bon comportement et du coup on va faire descendre votre prime. Et intéressant aussi de voir toute la dynamique qui nous vient d'Asie. Avec en effet Zhonghan et Ping An, avec deux choses que j'aimerais souligner. La notion d'écosystème, alors c'est pas nouveau, mais on voit qu'ils ont vraiment une forte puissance de créer des écosystèmes, que ce soit autour de la santé, l'automobile, peu importe, et puis positionner l'assurance au bon moment dans ces écosystèmes. C'est pour ça qu'ils se dotent d'intelligence et de maîtrise de la donnée pour pouvoir faire les propositions d'assurance au bon moment. Et aussi intéressant de voir cette tendance dans l'assurance et la tech de ces acteurs qui finalement, alors c'est Zhonghan qui a créé Zhonghan Tech, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs assurance qui se constituent un bras armé technologique très fort et qui se disent finalement, ça me sert bien sûr moi en tant qu'assureur, mais je peux aussi en faire un business model et aller servir d'autres acteurs du marché. Donc voilà, ça bouge dans le secteur de l'assurance et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir vous partager avec vous ces différents insights autour de l'open innovation ce soir. Donc il est temps de faire la place à notre table ronde. Et là, je vais laisser Jérôme Balme, du coup, animer cette table ronde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas Jérôme, parce que dans le monde de l'assurance, il est quand même très connu, puisque Jérôme est à la Fédération française des assurances et il est notamment en charge de la commission numérique. Donc, beaucoup d'entre nous, là, parmi les speakers, sont actifs dans cette commission numérique. Donc, Jérôme, le floor is yours et je te laisserai, du coup, présenter la table ronde. Merci Nathalie, tu me fais trop d'honneur de me présenter ainsi. Alors, en tout cas, un grand merci pour cette invitation, un grand merci à Laurent également. Et moi, je salue vraiment la création de cette initiative au sein de l'Axel, parce que je pense qu'on a pu le constater dans les travaux de la commission numérique au sein de la FFA, tous les retours d'expérience, toute la capacité à échanger en fait sur ces sujets mouvants, c'est vraiment absolument central. Avant d'introduire les personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde, je vais vous dire quelques mots du dispositif, alors très modeste en fait, d'open innovation de la FFA qui s'appelle le Hub. Je dis modeste parce qu'on l'a appelé Hub et ce n'est pas un accélérateur, ce n'est pas un incubateur. Pour quelle raison? Parce qu'en tant que fédération, en tant qu'entité impartiale qui est au service d'une communauté d'adhérents, il n'était pas possible pour nous d'envisager de mettre en œuvre, en tout cas en un premier temps, des projets opérationnels. Bien évidemment, il n'était pas possible d'envisager des financements pour les startups qui rejoignent le programme. Donc, on a choisi, en fait, en accord avec les adhérents de la commission numérique et d'un comité de sélection de ce programme, donc ce programme du Hub, on a choisi en fait de créer un espace d'échange et de rencontre, en fait, alors qui est un espace physique, puisque le Hub en fait est un espace de coworking dédié à un certain nombre de startups qu'on accueille dans les locaux de la FFA.
et qui permet, autour d'un certain nombre de rendez-vous, alors qui étaient des rendez-vous physiques pendant les temps bénis qu'on a connus il y a quelques années, pendant quelques années, et puis qui se sont transformés en échanges plus virtuels comme celui qu'on fait aujourd'hui. Mais donc, c'est un espace de coworking au sein duquel on a accueilli en première année 6 startups sélectionnées parmi 25 candidatures, et puis on a accueilli en année 2 10 startups sélectionnées parmi 40 candidatures. Et la mission en fait de ce dispositif, c'est de mettre en relation en fait ces startups avec tout l'écosystème FFA, c'est-à-dire les adhérents de la FFA, et puis d'apporter un petit peu d'expertise pour celles qui le souhaitent, l'expertise en fait des permanents de la FFA pour aider ces entreprises à être en cours de monter en puissance, de les aider à être plus pertinentes et de bénéficier de l'expertise en fait des permanents de la FFA. On a eu une chance, et qu'on a pu accueillir en fait du coup un certain nombre de sociétés qui couvrent l'ensemble du spectre en fait des branches d'assurance. On a des startups qui travaillent sur des sujets automobiles, sur des sujets d'assurance vie, d'assurance de personnes, sur des sujets cyber, sur des sujets informatiques. Donc vraiment une grande richesse en fait dans la diversité des sociétés accueillies. Mais comme je vous l'indiquais, donc c'est un dispositif relativement modeste par rapport à ce qui peut être fait de beaucoup plus opérationnel, et c'est normal, par les entreprises que je vais introduire maintenant. Et je remercie à nouveau, donc, alors bien évidemment Nathalie, à tout seigneur, tout honneur, qui va nous présenter en fait le dispositif de BNP Paribas Cardiff. Également, donc, sera présente autour de cette table ronde virtuelle Ingrid Bocris au titre de Société Générale Assurance, qui nous parlera là aussi des différents dispositifs qui existent au sein de son entreprise. Et puis enfin, Sylvain Thévenot, qui nous parlera des dispositifs au sein du groupe Allianz et d'Allianz France, et notamment de l'accélérateur dont il a la charge. Ce qui est très intéressant, et je vais passer tout de suite la parole aux différents intervenants de la table ronde, ce qui est très intéressant dans les dispositifs qui vont nous être présentés, c'est qu'ils sont divers et variés. Ils ne sont pas les mêmes. Et donc, vous allez, j'espère, voir qu'il y a des approches différentes. Et c'est un petit peu ce à quoi je vais inviter les différents intervenants. C'est de nous présenter un petit peu, nous faire un petit bilan à date, après quelques années en fait, de déploiement de ces dispositifs, de nous présenter déjà de manière assez synthétique vos dispositifs et quel premier bilan vous pouvez en tirer au bout de quelques années d'exercice. Peut-être je propose à Ingrid de démarrer pour ce petit panorama et ce petit tour de table. Merci Jérôme, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Ingrid Bocris, je suis directeur général adjoint de Société Générale Assurance, qui est le bras armé assurance de Société Générale, et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est le développement des partenariats et des sujets d'innovation, de transfo digital et de data. Alors, peut-être un mot très bref pour vous remettre notre dispositif d'open innovation dans le contexte. Société Générale Assurance, c'est à peu près 3000 personnes aujourd'hui dans 9 pays, avec plutôt des territoires qui sont la France, la Russie, le bassin méditerranéen et l'Europe centrale. Donc ça, c'est pour nos principaux marchés. 2 axes stratégiques, et ça c'est important à avoir en tête parce que vous allez le voir, notre dispositif d'open innovation, on l'a monté de façon très cohérente avec ça. 2 axes stratégiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle le développement de la banque assurance intégrée. Donc c'est pousser notre business et la distribution de l'ensemble de nos offres avec les réseaux de distribution du groupe Société Générale. Les rouges et noirs, Société Générale, et les bleus, les étoiles bleues du Crédit du Nord et de ses banques régionales. Et puis le deuxième axe stratégique, c'est développer les partenariats. Et développer les partenariats donc avec des acteurs externes du groupe Société Générale, et sur toute une série de nouveaux modèles de distribution autour des flottes, autour de la mobilité, autour des partenariats, que ce soit en assurance vie, où on a des épargnes, où on a des capacités de partenariat dédiées, ou bien en prévoyance ou en santé ou encore en dommages. Donc le dispositif d'open innovation, on l'a monté dès 2017, nous, au travers de 3 compétences clés. Et on a imbriqué 3 compétences que sont d'une part l'innovation en tant que telle, avec une équipe transversale d'une dizaine de personnes, les compétences autour de la data et de l'intelligence artificielle, qui regroupe à peu près 25 personnes dédiées à ces sujets-là, et puis une compétence très tech qu'on a appelée Tech Lab, avec, j'ai envie de dire, des IT guys, ils sont 7-8,
complètement dédié à ces sujets de nouvelles technologies et d'imbrication des nouvelles technologies avec les différents business models. Donc ça, c'est le dispositif en tant que tel. Quand on l'a monté, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est une clé de succès et qu'on a poursuivi, on l'a monté directement avec un sponsorship COMEX direct. Donc, vous voyez, moi, je suis membre du COMEX et c'est moi qui tire, entre autres, ces activités-là. Un sponsorship qui s'exprime aussi par le fait qu'on fonctionne pour ce dispositif d'open innovation par vague de priorités. Je m'explique. On a voulu que ce soit un dispositif ancré dans la réalité, qui est de l'impact business. Un des risques qu'on a vite identifié, c'est le fait de se dire l'innovation, ça va être le gimmick qui fait de la com, le gimmick parce que on évolue aussi dans un grand groupe, et dans un grand groupe, c'est important de cocher cette case. Donc, moi, j'ai voulu que ce dispositif il soit très ancré avec le business, avec les métiers, pour avoir de l'impact. Et donc, ça se décline très concrètement en des priorités stratégiques qui sont limitées. On se fixe 3 priorités par an, voire parfois, on le fait en vague de 6 mois. Comme en ce moment, on a une vague et une priorité sur tout ce qui est l'épargne et la retraite, par exemple, et les nouveaux business models autour de l'épargne et de la retraite. Et donc, ces priorités, on les revoit très régulièrement avec l'ensemble du COMEX, avec des arbitrages qui sont faits, avec des liens du coup qui sont assurés avec les métiers et aussi avec les plans projets, parce que, et on en reparlera je pense tout à l'heure dans les enseignements, pour moi, pour avoir de l'impact, et c'est un des enseignements qu'on tire, il faut à la fois être très cohérent avec les priorités business, mais aussi arriver à être pragmatiquement inséré dans ce qui fait la vie de l'entreprise, c'est-à-dire l'industrialisation dans le système d'information, l'intégration dans des process, même si on doit les revoir de fond en comble. Parce que c'est ça qui ancre le dispositif d'innovation. Alors nous, on s'est fixé en particulier 3 modes de fonctionnement. Évidemment, un mode de fonctionnement partenariat. Donc, le rôle de ce dispositif, c'est d'animer l'écosystème de partenariat de SG Assurance avec un certain nombre d'acteurs. Et en particulier avec un certain nombre de fintech dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième rôle, c'est faire de l'investissement. Donc, on a dans ce dispositif une capacité d'investissement qu'on exerce, j'ai envie de dire, à hauteur de 2 à 3 investissements par an. Alors, on va dire que le groupe Société Générale, lui, a monté un véhicule de venture capital à part entière. Nous, on est un peu plus modeste, mais on a la liberté de manœuvre pour faire 2 ou 3 investissements ciblés à partir du moment où soit on complète notre offre et on mise sur un acteur de type fintech qui va venir compléter notre offre, soit on estime que cet investissement va accélérer un certain nombre de business models sur lesquels on ne va pas assez vite. C'est comme ça qu'on a investi, par exemple, dans un sujet autour de plateformes de mobilité, plateformes de vente de véhicules d'occasion pour pouvoir booster ce business model sur l'assurance auto. C'est comme ça qu'on a investi en République tchèque autour des sujets de la prévoyance et de comment lier prévoyance et état sportif ou niveau d'activité sportif, niveau de bien-être physique avec à la clé du cashback, etc. Et qu'on a investi dans une société qui s'appelle Mutu Mutu en partenariat avec un studio qui s'appelle Creative Doc. Donc ça, c'est notre deuxième mode d'action. Et puis notre troisième mode d'action, et ça fait partie vraiment des enseignements que nous, on a tirés. On n'a pas misé, nous, sur l'incubateur ou l'accélérateur. On a estimé que c'était plutôt au groupe, nous, de faire ça, d'accélérer ou d'incuber des startups ou des fintechs, sachant que d'ailleurs, quand le groupe le fait, on a un assez bon niveau de synergie avec les projets qui sortent de l'incubateur groupe. Et ça, c'est intéressant. Nous, on a décidé de miser sur l'intrapreneurship. Et donc, cet intrapreneurship, il a consisté en quoi? Déjà, il a consisté dans le fait qu'on a lancé et incubé une start-up, une insurtech qui s'appelle Moonshot, Moonshot Insurance, qui est dédiée à l'assurance contextuelle digitale, qui a vocation à proposer des produits d'assurance adaptés au contexte d'achat du client. Donc, on parle d'assurance voyage, on parle d'assurance liée à des devices, on parle
d'assurance sur des biens en situation de déplacement, ce genre de choses. On parle d'assurance liée aux moyens de paiement. Et donc, on a, sur proposition d'un collaborateur, et en s'inspirant d'ailleurs d'un des modèles qu'on voyait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de Zongan, on s'est clairement inspiré de ce modèle-là et on l'a un peu adapté et transformé. Ça a donné Moonshot Assurance, qui aujourd'hui est une structure de 25 personnes, qui a son système d'information à part entière, son équipe entière, son système d'incentive RH, qui fait aujourd'hui de l'ordre de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a des partenaires comme un Rakuten France, comme certains acteurs du voyage, par exemple, comme des gens comme Pledge, par exemple, qui sont aussi partenaires de Moonshot. Donc voilà, on a misé là-dessus en créant cette InsurTech et que maintenant on est en train de développer, qui a son autonomie de développement sur le marché. Il se trouve que du coup, moi, par exemple, j'ai les deux casquettes, ma casquette de membre du COMEX de SG Assurance et ma casquette de présidente de Moonshot Internet, pour essayer de faire jouer aussi les synergies de développement. Donc ça, nous, c'est un modèle auquel on croit. On a ce premier succès et on a complété ce premier succès par un programme d'intrapreneurship qu'on a dénommé Rocket, qui a donné lieu à un appel à projet l'année dernière et qui nous a permis d'identifier des projets qui avaient le potentiel pour venir compléter notre gamme de produits ou pouvoir compléter nos business models et qui avaient le potentiel de vivre leur vie de façon autonome à terme. Et donc, ces projets-là, au travers de nos dispositifs, on a acquis l'expérience et la capacité à les accompagner, ce qui veut dire aussi d'un point de vue RH, sortir les gens de leur job quotidien pour pouvoir les dédier tout ou partie à ce type de projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de renouveler. Alors, ça ne fait pas sortir 50 projets par an, mais cette année, on va sortir un deuxième projet avec une dimension très RSE, autour des notions du handicap et des solutions d'assurance qu'on peut promouvoir auprès des aidants notamment. Voilà. Et ça, c'était un programme interne qui a donné lieu à ça. Et du coup, ça fait un dispositif d'open innovation qui est aussi tourné vers cette capacité à faire émerger des nouveaux dispositifs qu'on accompagne, mais du coup à se doter d'une capacité de transfo culturel. Très clairement, nous, ce dispositif, il nous sert aussi en interne à faire évoluer nos méthodes de travail, à se mettre sur des nouvelles façons plus agiles de travailler et à pousser toute l'entreprise à acquérir un certain nombre de nouveaux réflexes pour faire des petits, entre guillemets, y compris quand on n'est pas forcément sur des projets qui vont devenir des startups, mais sur des projets qui peuvent contribuer à faire les choses différemment. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, en tout cas, c'est l'optique qu'on a prise de se dire on est très ouvert sur l'extérieur et sur tout l'écosystème, mais on en profite aussi pour irriguer l'interne et pour faire en sorte qu'il y ait de la transfo qui se produise en interne et de façon pragmatique. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Ingrid pour ce panorama très complet, puis cette transparence aussi qu'on salue. C'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir cette transparence de ta part et j'imagine que toutes les personnes apprécient autour de cette table ronde virtuelle. Je vais passer très vite la parole, parce que je vois que le temps nous file entre les doigts. Je vais passer très vite la parole donc, à Sylvain Tegnault, donc, qui est le fondateur et le managing director de l'accélérateur Alliance. Même exercice de la transparence la plus totale possible sur la présentation du dispositif, en tout cas ce que tu voudras bien nous en présenter. Merci et la parole est à toi. Merci Jérôme. Donc moi c'est Sylvain Tegnault, je dirige l'accélérateur Alliance, donc accélérateur d'Alliance France. Je vais dire quelques mots en fait sur un petit peu la genèse de l'accélérateur. Donc l'accélérateur a été créé il y a 5 ans chez Alliance sous l'impulsion du PDG d'Alliance, donc Jacques Richier. Et avec le soutien effectivement COMEX, comme disait tout à l'heure Ingrid, je pense que c'est un point vraiment très important d'avoir ce soutien au plus haut niveau quand on lance des initiatives de ce genre, parce que ça fait partie de la transformation digitale d'une entreprise et ça a un impact, en tout cas c'est censé avoir un impact important. Et pour avoir un impact important, il faut que ce soit au niveau le plus haut, que ce soit décidé et que ça soit impulsé et poussé.
Donc à l'époque, en fait, l'idée c'était d'être le plus près possible alors ça fait un peu histoire maintenant, d'être le plus près possible des startups, d'être à l'écoute des tendances. Mais il y avait aussi un autre objectif qui était de diffuser l'esprit entrepreneurial au sein d'Alliance, d'évangéliser les différents collaborateurs, de les mettre au même niveau sur la compréhension de ce qu'est une startup, de comment on peut travailler avec une startup. Et aussi un aspect collatéral mais important qui est l'aspect communication sur confirmer l'aspect marque innovante d'Alliance qui était déjà très présent sur le marché. Mais c'est vrai que c'est un sujet important quand on travaille avec des startups et ça attire aussi un certain nombre de talents, un certain nombre de startups, le fait de travailler avec les startups et de le faire bien. Donc ça, c'est la genèse de l'accélérateur. Donc en fait, l'accélérateur aujourd'hui, c'est quoi? C'est un programme d'accélération de 6 mois. Donc, on a 2 batchs d'accélération par an. Pour chacun de ces batchs, on va choisir 5 startups parce qu'on a décidé en fait de faire un accompagnement très personnalisé, le plus performant possible. Et pour ce faire, en fait, il ne faut pas avoir énormément de startups. Les critères de sélection de ces startups, c'est d'avoir une synergie avec un des business d'Alliance. Donc synergie avec soit un produit ou un service que fournit Alliance aux clients, donc avec un aspect client important, soit sur une synergie interne, sur quelque chose qui peut apporter à la transformation digitale justement de l'assureur. Donc on ne prend pas d'equity dans les startups, l'accompagnement est 100% gratuit. On va choisir des startups qui ont déjà au moins un premier round d'investissement. Qui ont identifié leur product market fit, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont déjà des débuts de clients. C'est un point vraiment important parce que si on souhaite travailler avec ces startups, avec des business units d'Alliance, c'est vraiment important qu'elles soient déjà capables de travailler avec un groupe comme Alliance et donc qu'elles aient une certaine maturité. Ensuite, on va aider les startups. Donc, en fait, l'accélérateur a été monté de manière assez hybride, croisé un petit peu entre un accélérateur privé à l'américaine, où on a des mentors internationaux, où on va les aider sur le business développement, on va les aider sur les levées de fonds, et le côté accélérateur corporate, où là, on va les aider à faire un go-to Alliance, c'est-à-dire à trouver les bonnes personnes chez Alliance et à monter des projets avec Alliance. Et on va aider aussi les startups sur tout ce qui est soft skills et tout ce qui est culture. Donc, il y a un gros aspect international aussi, donc avec notamment des learning trips pour comprendre la culture de pays en Asie ou aux États-Unis, en Israël, à d'autres endroits un petit peu partout dans le monde. Un point important qu'on a mis en place aussi au niveau de l'accélérateur, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect cross-innovation. C'est-à-dire au-delà de l'open innovation avec des startups, ce qui est important, ce qui nous a semblé important et ce qui est devenu important au fur et à mesure de la vie de l'accélérateur, c'est aussi de travailler avec d'autres corporates. Et on a monté notamment un programme de co-accélération avec Toyota Japan, et où on fait de l'accélération en fait, sur de la petite mobilité. Donc on fait de l'accélération croisée de startups avec un autre corporate et c'est très enrichissant. Donc, les startups que l'on accélère ne sont pas forcément uniquement des startups de l'assurance. En fait, j'allais dire en fintech, insurtech, je pense que ça représente 10 à 15% de la totalité des startups accélérées à ce jour. On a accéléré des startups en mobilité, en santé, en gestion de risque, des startups technologiques aussi, donc des deep tech, des startups en intelligence artificielle. Ces startups-là peuvent agir, on va dire, en amont et en aval de l'assurance, donc que ce soit de la prévention ou que ce soit pour compléter des services que l'on propose à nos clients. Et si on revient donc sur les 5 ans d'existence de l'accélérateur, donc c'est une cinquantaine de startups accélérées qui ont levé 250 millions d'euros. Qui aujourd'hui représente à peu près une valeur du portefeuille, donc des 50 startups, à peu près d'1 milliard. Elles ont multiplié leur chiffre d'affaires par 8. On a créé environ 500 emplois dans ces startups. Elles ont créé 500 emplois, bien évidemment, ce n'est pas nous. On a par contre facilité la création de 40 projets avec Alliance. Donc, ce qui est un des objectifs, un des retours sur investissement attendus, c'est-à-dire de créer de l'innovation au sein d'Alliance, donc soit interne, soit en complément de nos produits-services. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a eu une belle évolution en fait l'état d'esprit, puisqu'il y a eu une grosse évangélisation aussi d'un certain nombre de personnes au sein d'Alliance,
ce qui nous a permis aujourd'hui en fait d'avoir, on est passé en fait d'un stade où on poussait des startups au sein des directions, où maintenant on a même des directions qui nous proposent des startups. Je vais finir par ça, mais en fait, là, je parle de l'accélérateur, mais en fait, on a développé au fur et à mesure de ces années différents dispositifs complémentaires. Et notamment, donc, sur le côté intrapreneuriat, on a développé en fait un challenge d'intelligence collective qu'on renouvelle régulièrement, qui dure 6 à 9 mois, qui permet de collecter des idées. Suite à cette collecte d'idées, on a un innovaton qui est une période de 48 heures où on va maturer ces idées. Et suite à cette maturation d'idées, on va avoir un certain nombre de projets qui vont être sélectionnés et qui vont arriver dans la phase intrapreneuriat et qui vont nous permettre de créer des startups internes qui ont comme vocation à être externalisés par la suite. Donc ça, c'est le côté intrapreneuriat. Et le côté investissement également, on a créé en fait un CVC en France qui fait des investissements, qui investit notamment dans October ou dans Testamento, et qui fait des investissements de quelques centaines de K euros jusqu'à 10 millions d'euros, donc qui peut aller jusqu'en série C sur l'investissement, et qui a comme objectif d'investir dans la fintech, mais aussi dans la mobilité, dans la cyber, dans la santé. Et on a aussi, pour terminer sur l'aspect investissement, un fonds d'investissement. Donc, nous, on est Alliance France. On a un fonds d'investissement au niveau du groupe, donc à Munich, qui est un fonds d'investissement d'1 milliard, qui a notamment investi dans Lemonade, qu'on verra tout à l'heure, et qui a investi dans d'autres startups, startups très grosses, donc du genre Gojek en Asie ou N26 ou des startups de ce genre-là. Et donc ça s'est accompagné en fait au fur et à mesure des années aussi par la restructuration, on va dire, du fonctionnement même de l'entreprise, puisqu'on a restructuré Alliance en fait en agile, en créant des écosystèmes. En fait, ces écosystèmes représentent des équipes pluridisciplinaires qui sont colocalisées et qui permettent de travailler de manière très rapide sur des sujets. Donc, par exemple, on a créé un écosystème sur la santé, un écosystème sur la mobilité, et donc on a des intervenants, on a accès à des correspondants qui nous permettent de monter des projets de manière très agile et de manière très pragmatique dans ces écosystèmes, et les équipes sont structurées pour aller vite ensuite. C'est-à-dire qu'on n'a plus le frein qu'on avait il y a 5 ans quand on a démarré l'accélérateur. Merci beaucoup, Sylvain. Peut-être sans plus attendre, on va exposer la troisième voie. Vous avez eu déjà deux panoramas avec deux approches différentes. La troisième voie, retour à Nathalie pour nous présenter ses activités. Merci Jérôme. Donc, au sein de BNP Paribas Cardiff, je suis en charge du digital et de l'accélération. Alors, quand on dit accélération, c'est l'accélération du développement et de la transformation de l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cardiff, vraiment en 2 mots, hein, Cardiff est la branche assurance du groupe BNP Paribas. On est présent dans 33 pays. On est leader en assurance de l'emprunteur et on a un chiffre d'affaires à peu près 50-50 sur la protection et l'épargne, un chiffre d'affaires de 30 milliards, et on a 8000 collaborateurs dans le monde, et on est sur un mode de distribution B2B2C. Donc, on ne fait pas de B2C, on distribue nos produits via des banques, des opérateurs télécoms, des retailers, des automobilistes, l'industrie automobile. Donc, voilà un peu pour repositionner Cardiff. Et alors, sur la partie Open Innovation, donc le dispositif qu'on a en place, il est sous la houlette du Cardiff Lab depuis 2014, mais l'innovation était déjà quand même très présente dans l'entreprise avant ça. Et c'est un dispositif qui est en 3 temps. Donc, il y a la partie exploration, la partie test go-to-market et la partie industrialisation. Donc, sur la partie exploration, on a un Experience Center. Alors, je suis désolée, je ne sais pas prendre trop de noms en anglais, mais qui est basé à Nanterre, au siège social de Cardiff, mais qui est aussi complètement virtualisé. Donc, on peut aussi utiliser à distance puisque nos nouveaux modes de travail sont hybrides. Et là, l'objectif, c'est de transporter nos partenaires et nos collaborateurs en 2025 pour partager une vision du futur et déclencher des projets. Donc ça, c'est la première partie sur l'exploratoire. Après, on s'appuie aussi sur cette partie exploratoire
exploratoire sur un réseau étendu. On a des partenariats académiques, on a aussi des échanges avec les labs de nos partenaires distributeurs, avec d'autres labs. Donc ça, c'est plus la partie exploratoire. Et la cible de l'Experience Center, c'est vraiment nos collaborateurs pour qu'ils soient actifs dans cette transformation et dans le développement de l'entreprise, et nos partenaires pour qu'on co-crée avec eux les innovations de demain. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 5000 visiteurs depuis la création du lab de l'Experience Center en 2014. On l'a remodelé puisqu'il était fait pour soutenir la transformation digitale de Cardiff. Là maintenant, il est très orienté support du plan stratégique, donc on l'a un peu revu en 2019. Et là, sur les 6 derniers mois, on a eu plus de 1000 visiteurs. Donc, et après, on suit aussi comme KPI le nombre d'innovations que l'on montre, innovation interne et innovation externe, et le nombre de projets qui ensuite vont dans la partie du coup tester et test du go-to-market. Et ça, on le fait via des Innovation Factories. Donc, on en a une pour l'Europe dont le cœur est au Bivouac, qui est l'accélérateur de transformation de BNP Paribas. Donc là, on est parmi les différentes business lines du groupe, ce qui crée d'ailleurs des synergies très intéressantes. Et cette cœur team qui est au Bivouac, elle accélère les projets d'innovation des pays à distance. Donc, on amène du coaching, on amène des outils, on amène des expertises, des experts, des technologies parfois, des startups aussi, puisque dans ces Innovation Factory, on accélère à la fois des projets d'innovation interne et externe. On n'a pas fait de différence. L'Innovation Factory Europe, elle existe depuis 2018, donc on a un petit peu de recul, mais pas énormément. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à faire à peu près 6 à 8 projets par an. Ça, c'est l'objectif, et on y arrive. On est sélectif par rapport au plan stratégique de l'entreprise pour être cohérent par rapport à où est-ce qu'on met l'effort. Et on a à peu près un tiers des projets qui vont dans la phase d'après, la phase industrialisation. Et on a du coup dupliqué ce modèle-là en Asie, puisqu'on a la même Innovation Factory qui fonctionne à peu près de la même façon avec le cœur à Hong Kong, qui est notre plateforme régionale, et qui accélère les projets de Corée, de Japon, de Taïwan, de la même façon. Donc ça, c'est vraiment comment on teste le go-to-market rapidement en faisant de l'agile et du lean startup au sein de l'entreprise. Donc, il y a aussi une transformation culturelle à accompagner. Et là, une grande place est faite aux startups avec lesquelles on travaille. On investit ou pas dedans, puisque des fois, la startup ne cherche pas à lever des fonds, ou ce n'est pas forcément le bon moment, ou parfois on va être avec des startups plus matures, puisque nous, sur le véhicule d'investissement, on a ces entrepreneurs qui nous permet d'investir via KT Innovation, donc qui gère le fonds pour nous. Et on investit, on a monté le fonds en 2016 avec KT Innovation, et on a à peu près, enfin pour être exact, on a 16 startups là en portefeuille, j'allais dire à peu près une vingtaine, mais autant être précis, qui sont partout dans le monde. Donc, on en a en Asie, en Europe et en Amérique latine, qui sont nos 3 régions d'activité. Et sur ces entrepreneurs, notre thèse d'investissement, c'est faire soit du business adjacent. Donc là, on va aller chercher les nouveaux relais de distribution, puisqu'on est en B2B2C, c'est très, très important pour nous. Soit des assets technologiques pour soutenir la transformation de Cardiff. Et dans tous les cas, de l'impact positif sur la société Cardiff ou sur la société en général. Donc ça, c'est la thèse d'investissement. Et puis sur la partie industrialisation, là, on va être vraiment sur l'accélération de l'industrialisation de ces innovations. Donc, on a revu nos process avec l'IT, notamment sur des nouvelles méthodologies pour faciliter cette industrialisation. Et on a aussi mis en place un programme qui s'appelle Skill Up, qui est un programme là plus de formation, parce qu'en fait, c'est bien de faire des nouveaux projets, de trouver des nouveaux relais de croissance, mais il faut qu'on ait aussi les bonnes compétences et les bonnes équipes pour les mener à bien. Et Skill Up, on l'a monté en 2018 avec l'ambition de former 1000 collaborateurs au métier de demain, donc beaucoup de métiers liés à la data, à la tech forcément. Et ce sont soit des upskilling, donc c'est-à-dire on prend leurs compétences qu'ils ont, par exemple le marketing, et on les met à jour avec les compétences d'actualité. Donc
dans cet exemple-là, le marketing digital, soit on fait carrément des reskills. Donc, on va là former nos collaborateurs à des nouveaux métiers dont on a besoin. Donc, tout ça est très rattaché en fait à notre plan stratégique 2025 et à l'ambition qu'on se donne pour l'entreprise. Donc, voilà, c'est un dispositif qui se veut très global, très international, mais je pense que c'est lié à l'identité de l'entreprise, qui se veut aussi innovation ouverte, innovation interne, pour servir les deux, et qui se veut aussi en mode hybride. Tous nos dispositifs fonctionnent à distance, ce qui est très important dans nos nouvelles façons de travailler, et très orienté aussi avec nos partenaires puisqu'on est en B2B2C. Moi, j'ai essayé de faire court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, merci beaucoup Nathalie. Alors, du coup, je me tourne vers toi. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de prendre une question, ou est-ce que Oui, fais peut-être un tour. Alors, on va peut-être faire un tour. Alors moi, j'avais une question. Il se trouve que Franck Devine, qui s'est connecté également, avait la même question. Donc, les grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que le Covid va changer dans l'InsurTech et la collaboration avec les grands groupes? Voilà, est-ce que à date, vous avez un impact? Alors, prends la question, qui le souhaite parmi les participants de la table ronde? Alors, je peux commencer à amener un élément de réponse. Alors, ce que le Covid a amené, ça a accéléré le besoin de digitaliser. Donc, toutes les startups qui peuvent aider là-dessus, forcément, ça a créé encore plus. Il y avait ce besoin, il y avait cette urgence, mais ça a encore plus créé un degré d'urgence et une nécessité. Donc, ça, c'était plutôt favorable pour tous les projets qui pouvaient permettre d'accélérer sur ces sujets de digitalisation. Après, donc ça c'est positif. La partie peut-être moins positive, c'est que forcément, ça a aussi amené les startups à avoir besoin de cash plus rapidement parce qu'elles ont peut-être pu souffrir par d'autres aspects. Et du coup, ça a créé une envie pour les startups d'aller encore plus vite sur les projets d'open innovation avec les entreprises. Et pour nous, ça crée un challenge d'être au même niveau de timing, d'aligner les timings, et les notions de temps ne sont pas les mêmes quand on est dans une grande entreprise et quand on est dans une start-up. Donc, ça a mis aussi en exergue ce besoin de vraiment faire attention à bien aligner ces timings. Après, bien sûr, sur tout ce qui était start-up santé, on voit que là aussi, ça a beaucoup augmenté avec le Covid et créé aussi des nouveaux projets. Donc, voilà pour un premier élément de réponse. Merci Nathalie. Ingrid, Sylvain, est-ce que vous voulez compléter? Moi, je partage. Moi, je trouve très rapidement que le Covid, c'était un accélérateur d'innovation. Ça a levé certains freins et on parlait d'évangélisation tout à l'heure. Si à un moment, on avait craint que l'innovation puisse encore parfois apparaître comme un peu ce que j'appelle le gimmick, la cerise sur le gâteau, là, je pense que ça a aligné tout le monde sur le fait que l'innovation, c'était cœur et que ça faisait partie des facteurs de différenciation. Et moi, je rejoins Nathalie, nous, on est aussi beaucoup en B2B2C, hein, c'est aussi notre modèle. Et on s'aperçoit à quel point cette capacité d'innovation, c'est elle quand même qui fait la différence vis-à-vis des partenaires. Et notamment dans une période comme le Covid, où il a fallu être encore plus réactif, encore plus agile pour que le business continue à tourner et pour inventer aussi très rapidement des nouvelles façons, alors certes de travailler, mais aussi, par exemple, très pragmatiquement, de prendre des opérations. Prendre les opérations complètement à distance avec des niveaux de sécurisation d'opérations en assurance vie, par exemple, auxquels on n'était pas habitué, il a fallu s'y mettre et il a fallu le faire en 15 jours. Et je pense que tout le monde a bien vu que c'était un facteur de différenciation potentiel. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le Covid a eu un petit aspect vertueux. Sylvain, tu veux compléter? C'est mieux. Si j'enlève le mieux, c'est mieux. Oui, je partage le sentiment d'urgence. En fait, ça a créé un sentiment d'urgence qui, pour le coup, a été positif. Et ça a permis de comprendre à pas mal de gens que ce qu'on faisait en termes d'innovation et de digital, c'était plus qu'important. Et je pense que certains acteurs sur le marché s'en sont plus ou moins bien sortis en fonction du niveau de digitalisation qu'ils avaient déjà implémenté. Donc, du coup, ça a eu un impact direct business. Et ça a exacerbé ce sentiment d'urgence pour la suite, et je pense qu'il y a un gros côté positif là-dessus. Après, sur le côté accélération de start-up, qui est mon cas en fait, dans un premier temps,
mal de questionnements sur la façon dont on pouvait le faire et en fait, dans un deuxième temps, beaucoup d'opportunités puisqu'en fait, forcément, on est passé en digital pour la majorité des choses que l'on fait, mais ça a permis d'accéder à beaucoup plus de rôles modèles internationaux, de faire des micro-sessions Zoom avec d'une demi-heure ou d'une heure avec des acteurs, des players américains ou japonais ou asiatiques en général, et du coup de rajouter énormément de valeur au programme à travers ces différentes et surtout ces différentes sessions et notamment la disponibilité des gens qui n'était plus la même. C'est-à-dire certaines personnes qui sont très difficiles à intégrer dans des programmes. J'ai un réseau un petit peu partout dans le monde et j'avais du mal à intégrer certaines personnes avec des déplacements, alors que sur des sessions Zoom, on peut les intégrer pendant une demi-heure sans problème et eux étaient aussi beaucoup plus disponibles. Alors, du coup, là, je vais avoir le mauvais rôle. Je suis désolée, mais je vais devoir. Non, bien sûr. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir animé la table ronde et merci beaucoup, Ingrid et Sylvain, pour le partage. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps et on avait beaucoup à partager, mais bon, on refera peut-être une autre session avec plaisir. Donc là, je voulais qu'on fasse du coup le lien avec last but not least, hein, notre dernière intervention. Et aujourd'hui, on était sur la thématique de l'open innovation, mais on trouvait que c'était quand même, on ne pouvait pas passer à côté d'une présentation de Lemonade, donc qui va être un peu plus large que le sujet de l'open innovation, puisque Lemonade, comme vous le savez sûrement, a annoncé son arrivée en France pour la fin de l'année. Donc voilà, un marché qui est très stimulant, très stimulé par ce type d'acteurs. So I will switch to English for OE. OE, very nice to welcome you to the club. OE is a VP Operations for Lemonade in Europe. So OE, the floor is yours. And thanks for sharing. Thank you very much. Je parle français, mais pas suffisamment bien pour faire cette présentation en français. So I'll switch back to English. And thanks for giving me the opportunity to come and share a little bit about Lemonade. My name is Ori. I've been with Lemonade now for 3 years. I joined to lead the European operations for Lemonade, and that's what I'm going to share a little bit more about now. I'll share my screen. Let's make sure that this works the way it should. Thumbs up, perfect. And let's see if we can present. Still thumbs up, Natalie? Yep, very good. Perfect. So Lemonade is as a sort of a tagline, an insurance powered by AI and behavioral economics and driven by social good. And I'll try to talk a little bit more into what that actually means. So we start with our business model, and our business model is rather unique in the market. We take a flat fee. We take a 25% flat fee to run all our operations. The remaining 75% is used to either pay claims or our reinsurance partners. And any money that is left over, we give to charities selected by our customers. And what we believe is that this business model is helping us a lot, kind of eliminate the inherent conflict of interest within insurance. Our customers, we believe, have less incentive to embellish their claims. If they had a home claim and just add the television to the claim, who cares? It's the insurance company. They'll pay a little bit more, and I'll get a new TV on the go. But here in our business model, we think that customers will be less likely to do so because they know that any money that comes out, any money that is paid for their claim, is actually coming out of what could be contributed to the charity that they chose. And what we see in practice, and we see it quite often, is that customers actually appreciate that, and they actually come to us and they say, "Oh, that laptop that I reported stolen a week ago, I found it. Where can I send back the money? I don't want it to damage the contribution to the charity." And we're seeing that often. We're seeing that on a weekly basis, and we believe that it's indicative that our model is addressing the right motivations.
we're a fully digital company. Instant everything is the title, but we are really end-to-end fully digital. We built everything from scratch on our own proprietary platform. It's a fully integrated system, and it's actually handling the customer journey end-to-end. So from customer acquisition, servicing, claims, you can do it all from the comfort of your app or from our web platform, and service and provide the self-service in full. I'll show a very brief demonstration of the product in case you don't know Lemonade, and oh, that is not the case. Let's see if that will work now. Okay, here we go. I'm hoping that you can still see my screen and that you saw that you managed to see the movie and hear it. Yeah. And okay, that's perfect. I was enjoying it. I don't know if others saw it, but that's good to know. Okay, so this is Lemonade. This is the product. This is how the experience looks like, end-to-end, self-service from the purchase to the ongoing matters on the policy and to claims. I want to talk a little bit about our business model, and this chart seems very simplified, but it's actually is the core of our business model. This is what we live by, and this is what we believe will lead to success eventually. We start with delighting the customers. It's easy to say, delight the customers. It sounds like a slogan, but we really abide by it, and it's the core of everything we do and every decision we take. It starts with the people. We choose the best-in-class customer service people, and we then amplify them and we strengthen them with really best-in-class automated technology that in most cases customers will not have to talk to a person. They will be able to do everything in an automatic manner themselves from the comfort of their home whenever they want. But when they do need to talk to a customer, it will be the best experience that we can deliver. And customers that receive a good experience, they share that with their friends, with their colleagues, and that spreads the word of mouth about Lemonade, and that facilitates our growth. We are digital end-to-end. We collect a lot of data quite across the value chain. And the fact that our system is end-to-end integrated allows us to actually make use of that data and take decisions based on that data. And that's what we say the machine learns. And when we mean the machine learns, we mean, first of all, this data can help us generate better models, better risk scores, which will allow us to offer the right price to the customer. It's also helping us prevent fraud. We become really good at preventing fraud.
It also helps us optimize the customer experience. We know what customers are looking to be able to do automatically, and that facilitates more automation. We create more automation that supplements that, and that in turn delights the customer because there's less things to call the customer service for. There's more things you can do yourselves. The result is delight, and then the flywheel that we described here continues. And this is the model. This is how we work. We've launched our European operation about 1.5 years ago. In the US, we're practically covering the vast majority of the US population today. In the US, we offer renters insurance, condo insurance, homeowners insurance, pet insurance. We've recently announced also that we will be launching term life soon. And then when we launched in Europe, we started with the first product in our portfolio, which is the renters insurance. We've launched in Germany back in June of 2019. We've launched Netherlands in the middle of the beginning of the pandemic, when everybody just moved to work from home back in April. That was an interesting experience. And we're about to launch our third market, as you mentioned before, which is going to be France in the upcoming weeks. How we are actually set up. We have 3 main hubs, our Tel Aviv, New York, and Amsterdam. We're managing all the European operations from our hub in Amsterdam. We're a fully regulated and licensed carrier and MGA. We're regulated and supervised by the Dutch National Bank. And we've, like I said, launched our business, or about to launch our business, in 3 European markets. I would say that this model has a logic to it. We believe that we're managing to demonstrate that we don't need to be in every country or every state that we sell in, and we're managing efficiently the business from centralized locations. And we believe that this is a very efficient way to do things and very scalable. So that's how we do it. That's how we do it today. Our product set in the US, like I mentioned, pet, homeowners, renters. In Europe today, in Germany and in the Netherlands, we're offering contents insurance and liability insurance and the bundle for the two. And in France, it's going to be an MRH product. What makes us special? So first of all, coverage, and I'll talk a little bit about it in a couple of minutes. We're offering a coverage that's in line with market standard, but adds on top of it our unique add-ons. We're looking for we created what we call Policy 2.0, which is a very transparent, very straightforward in terms of language and in terms of coverage, gives the relevant coverage that we believe that our customers need. The experience, you just saw it. The idea is to provide best-in-class onboarding, servicing, and claims fulfillment. On the price, affordable pricing. What do we mean by affordable pricing? First of all, the way we're structured and the reliance on technology allows us basically to lower our overheads. Like I mentioned before, we've become very efficient in fraud prevention. And we're also able to accurately price risks, and this allows us to give an affordable pricing. Values are very, very important to us, and it's really embedded in the core and the DNA of the company. Part of it is the give back, which we'll show in a minute. We've reached almost 1 million euros in 2020 in terms of our give back contribution. We're supporting causes, but causes that we believe in, and we don't hesitate to take a strong stand on things that we believe in. And data driven, we've talked about it before. We're using data to really enhance fast, learn fast, assess risk, and customize the product. And our satisfaction levels are high. So this is showing results already. We're managing to reach NPS levels of the Amazons and the Apples of this world. And this is something we're very, very proud of.
And we measure NPS at any point in the interaction with the customer, whether it's a question to customer service or whether it's a claim. And we're reaching the same sort of NPS levels also in claims and also in declined claims, which is something extremely to be proud of if you know the market. Getting good reviews from customers that their claim was not approved is we consider it a success. Our live policy, we saw it briefly in the presentation, allows you to manage everything very easily. Maya, our chatbot, Maya is actually a real employee in the company in our New York office, but she's also the teacher for our chatbot. She's growing smart from day by day. She goes smarter and smarter, and she handles a growing percentage of our customers' queries, so that no human intervention is needed. The customer writes their question or request or whatever it is in plain language and receive an immediate response and instructions and directions on how to do it themselves. And of course, human support, we've talked about it really, there's two parts. One, the people that we're choosing, very, very good people, kind of the best in class that we can find, and the best processes, the best standards. But also technology plays a very important part. So technology is also supporting the work of humans on the team and makes their work a lot more efficient. Our backend system is smart enough to provide, to aggregate all the information and bring it forward to the agent handling the case in a very, very concise manner that allows them to provide service very quickly and efficiently. Policy 2.0, I touched about it briefly, and everyone can go into our Dutch website or our German website and download it and look how it looks like in English. It is a very, very simple, simply written policy. It's consistent language, very, very approachable. We're using contemporary language that everyone can understand. Transparency is key for us. We really want you to understand what it is you're buying. We really want you to understand that what you're buying is covering your needs. And relevance is an important thing. We try to balance relevant coverage with affordability. So we know what our customers are looking for. We try to give them also solutions to things that are not necessarily available in the market today, and really resolve those needs. And it's all digital. You can change and adapt anything you want at any time. The policy will automatically generate and you will have a new policy immediately. And it ties down to claim. You might have heard about our straight-through processing, and this is how it works. I mean, you saw it on the video. You give us all the information. Our machine tries to flag whether or not it's something that we can handle automatically or not. If not, it goes to human handlers and is treated fast and efficiently with the help of technology. But if it is possible to handle it automatically, it will be handled on the second. So you will receive payment straight to your from the moment the claim was approved. You click on it, the algorithm identifies that that the claim does not have anything suspicious in it, and it automatically authorizes the payment, and the payment leaves the same second. And this is something we're very proud, and customers are very, very appreciative of. I talked about taking a stand and being mindful of the time. Ethics is important to us, and we are taking stands. We decided we will not cover certain types of guns in the US, even though this is a very conflicted topic in the US and a lot of opinions here and there. We took a stand. We said we do not want to be the ones covering it. Also on coal. We decided that we will not invest our capital in the coal industry. We believe that these are potentially bold moves, but we hope that it will kind of help encourage others in the industry and companies in general to follow suit. And of course, our give back. Started very modestly in 2017 with about 50,000 euros, and last year, 2020, we managed to give a very significant give back of almost €1 million, and we're very, very proud of it. We're making sure that it is very much attached and aligned with the local market. So you can see here a bit of an example, and this is where I'll wrap up. Of all the charities that we're working with in the Netherlands and in Germany. And customers appreciate that.
customers engage with us on those partners and charities, and customers care. And this is very important because it's really creating a sense of alignment. And coming back to where I started, this alignment is not only good for our business and helps us grow, but it also creates a strong relationship between us and our customers. And this is something we value very deeply. All of those charities at the end of the year, when it's time to give out our give back, they tell us back, not only to us, they tell our customers back what happened with that money, how many houses we managed to fix, how much fresh water we managed to bring to certain villages in certain places, how many teachers were able to be recruited. These are real, tangible, impactful contributions to society that directly relate to the customer's choice and to the customer's behavior. And we're very proud of this program. I'll finish here, and I'll be happy to take, I don't know if we have time for questions. I think we're open Q&A anyway. We have a short time for questions, but there is one for you in the podium, Ori. So I suggest we start with this one. Are all claims reimbursed instantly? If not, what is the average delay? So I mentioned it in the presentation. Yeah. Once a claim comes in, it gets evaluated by our models. There's two results. One result says this claim is too complicated, or we have certain doubts about this claim, and that claim gets kicked out of the automatic process and gets to a human handler. Which again, as I mentioned, technology doesn't stop there. Technology helps the individual, the claims handler, speed up the treatment. So it already digests and aggregates all the information this person needs, presents to him the different options, and allows them to make a decision quickly. And this allows us to give very, very quick response times. I don't have them top of mind, but these are industry beating response times, and to handling the claims, even when it's manually. And the claims that haven't been flagged and subjects that are, what we determine as this is a claim that should be paid, that goes automatically. It just goes out, and the customer gets the feedback immediately from their app. And you can imagine the response coming from customers. Customers really appreciate that and value that. Okay, thanks. Another question that is on the podium for you. How many runs, cases do you need to get to a trustful and earnable model? And j'invite Sylvain et Ingrid aussi peut-être à répondre, parce qu'il y a des questions spécifiques sur des data lakes chez vous, si vous voulez bien répondre dans le chat pendant que Ori, if the question is okay for you, do you what's the question? I'm sorry. How many runs, cases do you need to get to a trustful and earnable model? Oh, that's unfortunately, I don't have the answer with me. The machine learns fast. So if you look at our experience, we only launched 4 years ago. And the first couple of years were all around understanding what is the data that we can collect, what do we do with that data, how do we use that data to solve problems the insurance industry has. And you can see that within a period of 2-3 years, the data has already become significant enough and is already helping us drive decisions and drive actions. So maybe not a number, but a period of time that was sufficient. And with our fast code, so today we're with our customer base, we're already seeing huge amounts of value coming from that data. Thank you very much, Ori. Merci à tous. On peut peut-être prendre une dernière question. Si je regarde le podium, il y en a une qui serait peut-être plus pour Mathieu. Beaucoup de créations sur l'IARD, j'imagine innovation. Où en est l'assurance de personnes? Les IoT apportent-ils des évolutions intéressantes, à l'instar de ce que l'on constate sur l'auto ou la MRH? Si Mathieu veut prendre Oui, alors sur la partie personne, on a vu des choses intéressantes, notamment dans la partie prévention, dans le monde du travail. Donc, il y a des startups, plutôt des startups non-assurance dessus, qui sont créées, notamment, je pense à une de New York, qui met certains dispositifs, en fait, pour des travailleurs plutôt en usine ou manutentionnaires, qui peuvent permettre de faire la prévention finalement du risque. Donc pas mal d'assureurs plutôt dans le milieu professionnel du coup ont mis en place ce type d'initiative.
Et après, dans l'autre domaine, hein, c'est tout ce qui est assurance. Alors, aux US, ça s'appelle life insurance. Ce n'est pas exactement de l'assurance vie classique française. C'est plus des assurances type équivalent décès, où là aussi, un process 100% en ligne ou des process assez simplifiés. Donc, on voit arriver, c'est plus compliqué dans certains domaines, hein, par rapport à la maison ou l'habitation. Aussi parce que des nouveaux entrants, les marchés sont parfois plus de niche ou structurés différemment. Mais en effet, l'innovation arrive aussi dans d'autres domaines, notamment de la personne. Merci Mathieu. Écoutez, on a commencé à l'heure, je propose qu'on termine à l'heure. Un grand merci à tous nos speakers d'avoir partagé avec nous sur ce premier thème. Je suis sûre que les prochains thèmes seront aussi intéressants et si vous voulez vous investir dans l'Axel, n'hésitez pas à contacter l'association. Alors c'est Marie Giroux qui du coup est le point de contact. Je vais vous mettre l'adresse mail dans le chat. Un grand merci à tous pour d'être restés connectés tout le long. Merci à nos speakers et prenez soin de vous et à très bientôt.